Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 273e rencontre Vlil et ce soir on a la chance de recevoir Laurent Geoffrin qui nous sort un merveilleux roman, Le secret de Marie-Antoinette aux éditions Buchet-Chastel, qui font donc partie de ce cycle Les enquêtes de Nicolas Le Floch, qui a été le personnage de Jean-François Parrot pendant des années, et on va peut-être commencer par là pour ceux qui ne vous auraient pas encore lu, Laurent. On va commencer avec Laurent Lafont, qui est l'éditeur chez Buchet-Chastel, pour savoir comment s'est passée la transmission de ce personnage de Nicolas Le Floch à travers Jean-François Parrot, qui est décédé en 2018 et qui avait débuté cette série en 1999 déjà, avec ses aventures de ce commissaire dont vous allez sûrement nous parler, évidemment, Laurent Geoffrin tout à l'heure. Il y a deux Laurent ce soir, mais on va s'y retrouver. Laurent Lafont, j'aimerais que vous nous parliez de ça, de ce choix de Laurent Geoffrin aussi pour continuer, pour perpétuer cette série de Nicolas Le Floch. Alors, d'abord, je voudrais rendre hommage à Jean-François Jean-François Parot, parce que ça a été une longue aventure que nous avons effectivement démarré en 99, où il était à l'époque diplomate en Albanie. Il s'ennuyait un peu, et son fils lui avait offert un stylo en lui disant: «Papa, il est temps que tu fasses ce que tu as envie de faire depuis toujours, que tu te mettes à écrire.» Et c'est là où il a inventé son personnage, Nicolas Le Floch. Et il avait quelque chose d'assez étonnant, c'est que quand il écrivait, il ne se relisait pas. Du moins, il ne voulait pas retravailler son texte. Pour lui, c'était comme une espèce de jet. Ça venait totalement naturellement. Son personnage s'était emparé de lui et il racontait son histoire de la façon la plus naturelle qui soit. On a écrit, du moins, on a publié 14 volumes des aventures de Nicolas Le Floch. Il y a eu une adaptation télévisuelle. Et malheureusement, il a été frappé par un cancer. Il a senti sa fin proche. Et quand on parlait, il m'a pas dit j'ai envie que ça continue, etc. Mais il disait: c'est dommage, je voulais tellement que mon personnage traverse la révolution, comment il allait la vivre, comment s'il allait survivre, mais il ne savait pas encore s'il allait la survivre à ce moment, parce que quand même, il est d'ascendance aristocratique. Et donc, on sentait une nostalgie de ne pas pouvoir continuer son aventure, parce que effectivement, il est mort dans les années 2018. Et là, avec son fils je dirais pas sa compagne, mais celle qui a été à ses côtés tout le temps, Monique Constant, qui était bibliothécaire au Quai d'Orsay, du moins conservatrice au Quai d'Orsay, on s'est posé la question, on s'est dit: est-ce que c'est un hommage à lui rendre, ou pour certains, ça peut être une trahison de continuer à sa place. Mais finalement, son fils et Monique ont dit: mais pourquoi pas, continuons. Son personnage avait déjà commencé un peu à lui échapper avec la version télé. Il y avait eu des BD aussi. Donc, voyons comment va vivre Nicolas, la Révolution et la suite. Et là, effectivement, on s'est posé la question de son successeur. Et c'était assez compliqué, parce que Jean-François, on avait le sentiment, en le lisant, peut-être par son personnage, son côté très, peut-être vieille France, que c'était un homme marqué par une idéologie peut-être un peu traditionnelle, classique, etc. Et donc, c'est vrai que mes premières pensées, je ne dirais pas vers qui elle allait, mais aller vers quelqu'un de plus conventionnel et de plus de Moins à sorte gauche, ouais. moins à gauche, voilà, exactement. Et là-dessus, j'en parle à Monique et à son fils, et ils me disent: non, 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 c'est quelqu'un qui est beaucoup trop à droite. Jean-François n'était pas comme ça. Si on devait lui accoler une étiquette, ça serait plutôt un gaulliste de gauche. Et il faudrait donc trouver quelqu'un qui ait suffisamment de connaissances historiques et à la fois de connaissances un peu de sensibilité politique, pour voir comment cet homme à la fois traditionnel et moderne, parce que Nicolas était un homme quand même qui participait à la connaissance du Paris, qui n'était pas uniquement peuplé d'aristocrates, de riches, etc. Au contraire, il connaissait le Paris simple, et donc il faudrait quelqu'un qui puisse comprendre aussi les deux aspects. Et là m'est venu à l'esprit le nom de Laurent Geoffrin, d'abord parce que j'avais un grand respect pour lui et pour ses écrits, peut-être aussi parce qu'il avait fait une série sur un personnage sous Napoléon, qui aussi devait
résoudre des enquêtes et tout ça. Et donc, j'ai suggéré aux héritiers le nom de Laurent Geoffrin, et ils ont immédiatement dit, mais oui, quelle bonne idée. On va on est tout à fait d'accord pour que ce soit lui qui soit le successeur de Jean-François Parrot. Donc, je suis allé le voir, je lui ai proposé ce défi. Et je dirais très spontanément, il connaissait un peu l'œuvre de Jean-François Parrot, très spontanément, le défi lui a plu et il a décidé de le relever. Et donc voilà, nous sommes partis dans cette aventure et nous publions aujourd'hui, avec Le secret de Marie-Antoinette, le troisième volume qui est la suite des 14 volumes de Jean-François Parrot. Après donc le cadavre du Palais Royal et l'énigme du Code Noir qui est sorti l'année dernière, c'est le troisième donc, c'est le troisième tome spécial Laurent Geoffrin. Alors Laurent Geoffrin, j'aimerais que la parole est entre guillemets à la défense pour savoir comment vous avez encaissé le fait de reprendre un tel personnage qui s'étirait sur autant d'années et sur une période que vous connaissez évidemment particulièrement, Laurent Lafont l'a dit, sur cette période napoléonienne, mais là c'était un petit peu autre chose. Euh, Comment vous avez vécu cette expérience-là? Bah, Est-ce que écoutez, j'ai bien vécu. Parce que c'était plutôt un honneur pour moi de succéder à Parrot, parce que je lisais, j'ai pas tout lu, hein, mais j'en ai lu quand même pas mal. Et c'est extrêmement bien fait, c'est d'une écriture tout à fait séduisante, riche, élégante. Et puis, sa manière de faire revivre à la fois la vie quotidienne et les intrigues policières et politico-policières qui émaillaient le XVIIIe siècle, c'est une réussite formidable, quoi. Donc, c'était vraiment un défi très attirant. Et comme j'avais fait cette série j'avais fait 3 romans déjà, avant de connaître Parrot d'ailleurs, c'est marrant. J'avais créé un personnage de policier qui ressemble un peu, à certains égards, à Le Floch, qui avait un passé chargé, un ancien de la terreur, de la guerre de Vendée, qui se retrouvait adjoint de Fouché sous les ordres du consul Napoléon Bonaparte et qui résolvait des énigmes, des vraies énigmes d'ailleurs, enfin les 2 premières en tout cas que j'avais faites, parce que c'était l'attentat de la rue Saint-Nicaise et le complot au Cadoudal qui a conduit à l'exécution du duc d'Enghien. Donc j'ai raconté ces enquêtes en mêlant, comme faisait Parrot d'ailleurs, le, la vraie histoire et le faux personnage. Et donc j'avais déjà un peu fait ça à certains égards. Et donc, le fait de le reprendre, ça me passionnait. En plus, moi, je connais bien l'époque napoléonienne, mais l'époque napoléonienne ne se comprend pas sans la Révolution. Donc, je connais bien la Révolution aussi. Pas comme un historien, mais enfin, j'ai quand même beaucoup lu sur la question. Et donc, je pouvais me promener euh, avec un peu plus de facilité à travers les, les, les méandres politiques qui ont commencé en 89, enfin, qui se sont déclarés en 89. Et donc, voilà, c'est une période passionnante. Et puis, c'est la période qui a fondé notre République. Hein, c'est la première fois qu'il y a une République et beaucoup des institutions qui nous gouvernent aujourd'hui et des principes surtout qui nous gouvernent sont nés à cette époque-là dans le drame, hein, dans la tragédie, parfois sanglante, mais enfin, c'est quand même né à cette époque-là. Et donc, ça m'intéressait aussi d'essayer de comprendre comment cette idée de liberté, d'égalité des conditions et des droits est née et comment elle s'est développée au fil de ces événements extrêmement riches et dramatiques. Voilà. Justement, quand on reprend un tel personnage, est-ce qu'on a comment dire, la tentation de copier Paro? Comment vous avez vécu cela en fait? Est-ce qu'on copie réellement un personnage Non, pour pas le décevoir? personnage, oui. Le personnage, il fallait absolument pas y toucher parce que autrement, ça n'a pas de sens. Ou alors, il fallait trouver des intrigues qui en modifient la psychologie, comme on fait dans les films ou dans les romans, quoi. C'est qu'il y a une épreuve et puis le héros en sort transformé. Mais il fallait absolument respecter tous les personnages et puis l'atmosphère, même les rituels. Parce que chez Parot, il y a des rituels, euh, notamment le rituel culinaire ou gastronomique. Voilà. Donc ça, alors là, j'étais un peu novice dans cet exercice. J'étais obligé de travailler
sur documents pour comprendre comment on cuisinait à cette époque dans les différents endroits où ça se faisait. C'était la naissance des restaurants, là, un peu avant la Révolution. Donc, c'était la première fois qu'on avait eu l'idée de faire des menus en servant les gens à la russe, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire à l'assiette, et non pas avec des plats qui s'accumulaient sur une seule table et où chacun picorait comme il entendait. Et puis, il y avait la cuisine aristocratique. D'ailleurs, c'est la Révolution qui a jeté dehors les cuisiniers des nobles et qui les a obligés à vivre de leur commerce, c'est-à-dire à créer des restaurants. Et donc, j'ai un peu étudié ça, je pourrais étudier ça à fond, enfin, j'ai travaillé là-dessus. Et, et donc, j'ai reproduit ces repas, soit dans des auberges, dans des tavernes, dans les restaurants, ou bien chez des gens qui sont toujours très fascinants à décrire, parce qu'il y avait plein de recettes d'époque et une manière de manger et de goûter la cuisine qui était spéciale à cette époque-là. Et puis, pour ce qui est de la manière d'écrire, comme j'avais fait déjà ces romans qui se passaient 10 ans plus tard, mais enfin, c'est quand même pas très éloigné comme époque, j'avais pris l'habitude d'utiliser un style un peu soutenu, quoi, avec des mots, avec des tournures d'époque, avec des mots un peu plus choisis, comme on écrivait à l'époque, enfin, comme on écrivait. Comme tout le monde écrivait d'ailleurs. Tu vois, quand on regarde il n'y avait pas que Chateaubriand et Madame de Staël, quoi. Quand on regarde même les lettres de Bonaparte que je connais bien, ou la correspondance, ou les proclamations, ou bien les échanges avec Talleyrand ou avec Fouché, etc., tout s'écrivait dans ce langage élégant et c'est du bon français, quoi, du vrai français. Et donc, je m'étais inspiré de ça déjà dans les premiers romans. Donc, j'ai gardé la même facture pour Parot. Je n'ai pas essayé d'imiter Parot parce que c'est impossible d'abord. Il aurait fallu faire un travail d'analyse sémantique, grammaticale, de ça, ce que je ne pouvais pas faire. Puis ça aurait été trop un pastiche, quoi. Donc il a fallu. Je me suis lancé comme ça avec le style que j'utilisais avant, en rajoutant quand même, parce qu'il avait là aussi ce rituel, par où il mettait toujours des mots qu'on ne connaissait pas, qui étaient d'époque et qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Donc je cherchais toujours des mots quand je lisais des bouquins sur l'époque ou écrits à l'époque. Dès que je voyais un mot que je ne connaissais pas, je le notais comme ça. Je me disais, tiens, je vais le replacer dans telle ou telle description. Comme ça, les gens vont retrouver ce marqueur, quoi, du style Paro. Et puis, pour le reste, c'était pas si compliqué parce que le personnage se prête bien à l'ambiguïté, parce qu'il est lui-même roturier et noble à la fois. Il descend par un lointain cousinage de la famille de Louis XIV, mais il a été élevé comme un enfant de pauvre, presque. Et donc, il connaît bien les deux situations et il est fidèle au roi. C'est un homme d'honneur, donc il est fidèle au roi. Ça, sa caractéristique première. Mais au fur et à mesure de la Révolution, cette fidélité va être mise à mal parce que, alors c'est pas encore le cas dans celui qui vient de sortir, là encore ça commence à se poser des questions, mais ça va être le cas dans le suivant. Enfin, je vous dis, je n'ai pas encore fait le suivant, mais l'idée commence à germer qui obligera le Floch à des choix cornéliens, quoi, difficiles. Parce qu'il y a son ami Bourdeau, lui, qui est favorable à la Révolution. Et ils sont très amis, donc l'influence croisée existe. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Euh, mais ça s'est pas fait avec beaucoup comment dire, ça n'a pas été laborieux, quoi, parce que c'est quand on est passionné par une époque, on écrit plus facilement, quoi, ça vient plus facilement. Alors je travaille pas du tout comme Parot, moi, c'est-à-dire que euh, lui a peut-être plus de facilité que moi, mais il, euh, il commençait et puis son scénario n'était pas vraiment établi à l'avance. Il découvrait au fond les rebondissements au fur et à mesure qu'il écrivait. Moi, je ne fais pas du tout comme ça. J'écris un plan. Je respecte des règles dramaturgiques qui sont celles du cinéma classique ou du roman classique. Et je fais attention à ce qu'il y ait des rebondissements, à ce qu'il y ait des pauses, à ce qu'il y ait des personnages qui évoluent, à ce qu'il y ait un climax à la fin, etc., etc. Enfin, je suis attaché au classicisme de la structure narrative.
Est-ce que de roman en roman, vous sentez que le personnage, vous êtes en train de le posséder? Est-ce que vous sentez qu'il y a au bout du 14e, peut-être que le personnage ne ressemblera plus à celui d'avant? Est-ce que vous avez l'impression de prendre possession de ce personnage-là au bout déjà du troisième roman? Déjà, prendre possession, c'est-à-dire le comprendre, parce qu'il existe, parce qu'il est assez fort, le personnage. Et puis, il a eu 14 aventures, donc on a le temps de le voir évoluer, de le voir agir, réagir, et réfléchir, etc. Et puis, il a une vie sentimentale un peu complexe, une vie familiale complexe. Enfin, il est compliqué. Et il a ce qu'on appelle dans les scénarios des obstacles internes. C'est-à-dire qu'il a des hésitations, il a des difficultés, il a, c'est un personnage un peu torturé, pas torturé, je dirais pas ça, parce qu'il est plutôt optimiste et actif, mais il est un peu, il se pose beaucoup de questions. Voilà. Et donc, il existe en dehors de. Il est sorti du roman maintenant, il existe pour lui-même. Et donc, quand on fait l'intrigue, euh, on ne peut pas dire, bah, tiens, on va le mettre là, 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 là et là, puis ça va faire une intrigue intéressante. Non, non, pas du tout. C'est lui qui choisit, qui choisit les, les méandres de ses aventures. Il existe tout seul, quoi. Et comme les autres aussi ont une certaine force, le, le vieux magistrat, Bourdeau, le commissaire qui est l'adjoint de Le Floch et qui a pas les mêmes idées que lui, tous ces gens-là existent en dehors des auteurs. C'est ça qui est, c'est dans les bons personnages comme ça qui perdurent au fil des épisodes. Ça veut dire qu'ils ont pris leur envol tout seuls. C'est comme, enfin, je ne vais pas faire des comparaisons hasardeuses, mais si vous mettez Sherlock Holmes dans une pièce, vous le reconnaissez tout de suite et l'auteur disparaît, quoi. Sherlock Holmes fait le roman. Et c'est pareil pour D'Artagnan, pour Robinson Crusoe, pour de tous ces personnages-là. Et Poirot avait réussi à hisser le Floch. Alors, je dis peut-être pas à ce niveau qui est le sommet, mais il avait suivi ces traces-là, en tout cas. Il a vraiment fait quelqu'un qui vit par lui-même. Donc, il suffit de le regarder et d'essayer de le comprendre, finalement. Anne-Sophie, c'est à toi. Ah, pardon, je voulais rajouter Oui, une oui, Laurent, petite bien sûr. Euh, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que quand on a décidé de lancer l'aventure et de demander à Laurent Geoffrin de prendre la suite de Parot, c'est vrai que c'était un pari, je ne savais pas très bien comment Parce que les gens qui lisaient Parot, ce sont des grands fidèles. Moi, vraiment, il y avait une espèce de lien entre les lecteurs et l'auteur très fort, beaucoup de correspondances, des gens qui réagissaient sur des toutes petites erreurs. Par exemple, je me souviens une fois, Jean-François s'était trompé en disant lundi 3 avril 1764. Ce n'était pas un lundi, c'était un mercredi. Donc, il y avait vraiment une intimité. Et quand euh, Laurent Geoffrin a pris la suite, évidemment, il y avait une inquiétude de savoir comment les lecteurs de Parot allaient réagir. Ben, écoutez, ça a été assez extraordinaire parce que il y a eu une unanimité. Il y a eu quelques personnes qui ont hurlé un peu en disant mais pourquoi vous faites une chose pareille, etc. et tout. Mais ceux qui sont rentrés dedans, ceux qui ont continué les aventures, et ben, écoutez, il y a vraiment eu un enthousiasme en disant c'était extraordinaire. Il a pris vraiment la suite, il s'est complètement glissé dans le personnage. Quelques petites réflexions, effectivement, comme disait Laurent, sur la gastronomie, où Jean-François, qui était un énorme gastronome, on sentait un plaisir gigantesque, mais sinon, ça a été une adhésion formidable, et c'était merveilleux, quoi. Mais il y a eu, alors, j'ai eu des remarques. Alors, il y a Monique Constant qui joue un rôle important parce qu'on on lui soumet les textes et elle corrige, enfin, elle dit Ouais. voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Une vraie Alors, question, en effet. à chaque fois, je me conforme à ce qu'elle me dit. Alors, elle m'avait dit, dites donc, parce que j'avais eu l'idée, euh, parce que dans le premier roman, il va chez un restaurateur du Palais Royal, dont le nom m'échappe maintenant, mais un des plus connus de l'époque, et qui est connu notamment parce qu'il a inventé le soufflé. Parce qu'il a vu passer dans le ciel de Paris, enfin, il avait vu passer dans le ciel de Paris la montgolfière de Pilate de Rosiers, et il s'était dit, tiens, ça serait marrant de faire un plat qui évoque cette incroyable innovation qui est, on arrive à voler dans les airs, comme ça. Et donc, il a cherché, avec plein d'expérience, une pâte qui soit légère, comme ça, quasiment qui pourrait s'envoler toute seule, quoi.
Et il a fini par trouver, alors ne me demandez pas comment, parce que je ne suis pas assez compétent. Et du coup, le restaurateur accueille pour d'eau le floc, et je crois que c'était Chaudière de Laclos. Et il dit, voilà, je vous recommande mon soufflé, machin, etc. Et alors, il commande un soufflé aux truffes. Et à ce moment-là, Monique Constant me tombe dessus en me disant, c'est pas possible, ça se passe en octobre, parce que le premier se passe en octobre 89, quand les femmes de Paris vont chercher le roi à Versailles, un peu avant. Et il m'a dit, mais en octobre, c'est pas du tout la saison des truffes, donc là, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Alors j'étais emmerdé parce que j'étais content de mon souffler aux truffes. Et puis j'ai réfléchi, puis là j'ai trouvé une réplique en disant, mais peut-être qu'ils ont fait sécher les truffes. Il m'a dit, bon, d'accord, mais ça sera moins bon. Alors, j'ai dit, bah, tant pis, ça sera moins bon. Et il y a un autre lecteur qui m'a dit, mais dites donc, là, votre chien, parce que dans le deuxième, oui, dans le Oui. deuxième, il y a un chien qui s'appelle Pluton. Enfin, il y a un Pluton qui existe depuis, alors, je ne sais pas depuis combien de temps, d'ailleurs, le floc de Paro. Et le type me dit, mais non, votre chien, il a 35 ans, là, c'est pas possible, le Pluton, là. Oui. Il officie depuis une dizaine de romans, là, et il est déjà mort. Alors, je dis, oui, c'est vrai, vous avez raison, bien alors. Et donc, j'ai remplacé Pluton par Jupiter, je crois, parce que c'était les planètes. Et donc, c'est Jupiter est le fils de Pluton. Comme ça, j'ai réussi à contourner l'obstacle. Oui, c'est vrai que ce serait le chien le plus vieux du monde, parce que les aventures de Paro s'échelonnent sur plus de 23 ans à peu près. Donc, voilà. C'était un problème, mais ça aussi, c'était l'âge du personnage, parce que Ouais. il doit avoir dans les 50 et quelques, là. Et puis après, je me suis dit, mais dans 20 ans après, D'Artagnan, il a 40 ans et quelques, il est toujours virevoltant et escrimeur d'élite, donc il n'y a pas de raison. C'est Vénus, ça, il me semble, non? Comment? C'est Vénus plutôt, non? Ah, le chien? Oui, Ah oui, oui, vous avez raison, c'est Vénus. Vénus, c'est Vénus. Oui, parce que Anne-Sophie, je pensais à des planètes. Alors, non, c'est Vénus, c'est vrai. Anne-Sophie, à Ah, toi. voilà. Bonsoir. Alors moi, je suis très intriguée par ce droit de suite qui se passe visiblement très bien et dans les règles de l'art. Et je voulais savoir si vous aviez rencontré, soit professionnellement, soit lors d'un salon ou autre, Jean-François Parot avant de prendre cette suite. Je l'ai rencontré, on a fait un débat ensemble une fois, mais on n'a pas vraiment discuté entre nous, on a chacun parlé de nos romans. Et moi, je le connaissais par ses écrits, mais je ne le connaissais pas personnellement. Il était très civil, très courtois, très agréable. Mais bon, voilà, on a fait une heure de débat pour une radio dans un salon, hein. Et puis, je ne l'ai pas revu après, mais à l'époque, évidemment, il n'était pas question de lui succéder, parce qu'il était bien vivant, fort heureusement pour lui. Et donc, voilà, il n'y a pas eu de contact très étroit. Mais bon, je le connaissais par ses bouquins. Il y a une question de Julia également qui vous demande quel est votre personnage préféré, excepté le floc, bien sûr, si c'est un personnage préféré pour vous. Et la deuxième, si vous en aviez un qui vous a donné un petit peu plus de difficultés au cours de l'écriture. Est-ce que, il y a des personnages qui ont pris plus d'épaisseur, peut-être aussi, ou moins? Comment ça a évolué aussi au fil de votre écriture? Non, le personnage que je trouvais le plus sympathique, mais enfin, je ne devrais pas le dire, mais je le fais mourir dans le troisième. Donc, parce qu'il est tellement vieux, là, c'est comme le chien. Enfin. Comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié. Double court. Noblecourt, voilà, qui a une maison en face de Saint-Eustache et qui est un vieux magistrat de cour et qui connaît bien les arcanes de la vie politique et de la vie policière et de la vie judiciaire. Et qui est un homme chaleureux, plein de finesse, de connaissances intimes de la société, et qui aide beaucoup le floc par ses conseils, et puis qui est devenu un ami proche qui le tient presque pour une sorte de fils adoptif, quoi. Et j'ai trouvé ce personnage extrêmement sympathique, et donc, c'est pas pour ça que j'ai fait mourir, mais parce qu'il avait dépassé j'avais calculé, il avait dépassé les 90 ans, donc, alors on peut encore vivre jusqu'à 100 ans, mais c'était rare à l'époque. Et puis, c'était un symbole parce que dans le troisième, donc dans celui qui sort, là, dans le secret de Marie-Antoinette, c'est le symbole de la mort de l'Ancien Régime, quoi. Et donc, parce que c'était typiquement le personnage du 18e, à la fois ouvert,
philosophe, mais en même temps fidèle à la couronne, fidèle à l'ancien temps, un peu comme Talleyrand, quoi. Et donc, c'était intéressant Et puis, il avait une table extrêmement fournie et de grande qualité. Donc, c'était mon personnage préféré. Et puis, il y a les maîtresses aussi qui sont bien. Alors, euh, le, dans la règle de la narration classique, il faut qu'il y ait un ennemi. Donc là, j'ai créé des personnages pour faire des ennemis, que j'ai pris dans l'histoire, que j'ai un peu bougé d'époque. Il y a le marquis de Favras, à qui je fais faire des choses qu'il n'a pas faites, mais enfin bon, comme il n'est pas très connu par les lecteurs, à mon avis, ça passe. Et puis il y a le comte d'Entraigue, que je fais surnommer le comte d'intrigue, et qui est lui aussi un aristocrate ultra royaliste, qui complote en fait contre Louis XVI. Donc, et puis j'ai créé une héroïne un peu comme Milady, c'est-à-dire à la fois charmante et duplice et cruelle, et qui s'appelle Lord Fitzjames. Et puis après, je me suis rendu compte que Lord Fitzjames, elle a existé, Lord Fitzjames, elle était dans la suite de Marie-Antoinette, qu'à l'époque, il avait au moins 50 ballets, donc ça n'est pas très bien avec le personnage, mais donc je l'ai rajeuni d'un coup de 30 ans, et elle joue le rôle de l'antagoniste, c'est-à-dire de l'ennemi de Le Floch. Mais c'est sa maîtresse en même temps, donc c'est intéressant. Il y a un autre personnage d'ailleurs qui s'appelle Olympe le RL, cette fille de pêcheur à Oui, Granville, qui oui, revient. Il me semble qu'elle était déjà présente dans cette série historique précédente, absolument. Napoléon, euh, de Donatien Je ne Lachance. me suis pas fatigué, j'ai repris le personnage que j'avais déjà créé 10 ans avant. Est-ce qu'elle a une histoire particulière? Est-ce que c'est Ah sentimental? oui, oui, c'est un personnage, moi, que je trouve formidable, mais bon, évidemment, comme c'est moi qui l'ai créé, je trouve le son bien. Mais c'est une jeune femme qui habite à Granville. En ce moment, là où je vous parle, je suis à Granville. Euh, j'ai essuyé la tempête et j'ai survécu et je peux vous parler. Et donc, à Granville, il y a des pêcheurs. C'est une ville importante dans l'histoire de la Révolution française parce que c'est elle qui a empêché les Vendéens de prendre un port et d'être ravitaillés par les Anglais. Donc, il y a eu un siège à Granville qui a duré 2 jours, avec Cadoudal, avec Charette, avec tous les grands Vendéens. Et la population de Granville a résisté au siège. Et donc, j'ai imaginé une fille de pêcheur séduite par les idées nouvelles, qui a adhéré au club breton, puis qui est devenu le club des Jacobins, et qui est devenue une espèce d'idéologue intransigeante, robespierriste, quoi, pratiquement, et qui rencontre mon premier héros au siège de Granville. Et donc là, on est avant le siège de Granville, puisqu'on est en 91, dans le secret de Marie-Antoinette. Et donc, le comte d'Entraigues s'enfuit et va à Jersey, parce que Jersey, c'était un repère d'émigrés, parce que c'était proche de la côte française. Donc, les émigrés pouvaient communiquer avec la France tout en étant en lien avec les Anglais, parce qu'il y avait des liaisons régulières entre Jersey et l'Angleterre. Et donc, quand il arrive sur le port pour essayer de passer à Jersey, il cherche quelqu'un qui puisse l'emmener. On lui signale qu'il y a cette fille de pêcheur qui est très bonne marine, je sais pas comment on dit. Et donc, il accepte de l'emmener à Jersey, et donc il va prendre part à ses aventures. Et c'est une fille très belle et très énergique qui va l'aider dans sa fuite de Jersey, parce qu'il est obligé de s'enfuir de Jersey. Et donc, comme elle jouera après un rôle dans la chronologie fictive, elle jouera un rôle dans les aventures de Donatien Lachance, qui est l'autre commissaire. Donc, ça m'a amusé de la faire vivre dans l'entourage de Le Floch. Bravo de l'avoir repéré, en tout cas, hein. Moi, ça, vraiment. Comment vous avez fait? Vous avez relu toute l'œuvre? Non, 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 je me souvenais de la fille que j'avais prise comme Oui, héroïne. oui, oui, mais voilà. Et donc, Et, j'ai remonté un peu le temps et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est? Bon, ben, elle est encore fille de pêcheur, elle n'a pas encore ah oui. pris ce qui est part aussi à très toutes les intéressant, aventures. ce qui est aussi très Comment? intéressant, c'est cette temporalité que vous fixez sur un mois, que ce soit pour l'énigme du Code Noir ou pour le secret de Marie-Antoinette. On a l'impression qu'il se passe tellement de choses dans cette période en un seul mois. On se plaint aujourd'hui d'avoir des actualités constantes, mais au final, à l'époque, c'était aussi du même acabit. Comment on Oui. sait, en tant qu'auteur, à quel moment on s'arrête pour ensuite enchaîner sur le prochain tome?
Est-ce qu'il y a cette tentation d'aller encore un petit peu plus loin, de se dire qu'une anecdote nouvelle pourrait venir? À quel moment on se dit stop? Bah, on suit le cours de la Révolution. Donc là, on commence par la fuite de Varennes. Ce qui compte d'abord, c'est de trouver une histoire. Il faut avoir un motif, quoi. Et puis on voit s'il colle avec les événements historiques tels qu'ils se sont vraiment déroulés. D'ailleurs, les événements historiques donnent des idées, parce qu'on peut imaginer, tu vois, c'est toujours l'idée, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si il y avait eu un complot pour faire assassiner Louis XVI? Comment ça se serait passé? À quel moment ça aurait pu déboucher? Et s'il y avait un complot euh, pour comment dire, faire déraper la Révolution et faire en sorte qu'elle devienne vraiment sanglante. Et donc, on peut imaginer à ce moment-là une sorte de complot qui serait monté par des ultra-royalistes pour jouer la politique du pire. Et puis, alors, j'ai eu cette idée, bon, une idée assez simple, et puis je me suis aperçu qu'il y avait eu effectivement des ultras de la monarchistes qui ont essayé de, de favoriser Marat et, et Hébert, enfin les plus extrêmes des révolutionnaires, pour que la révolution devienne de plus en plus sanglante et que ça oblige les puissances étrangères à intervenir. Ce qui d'ailleurs était la politique de Marie-Antoinette après après la fuite de Varennes. Parce que après Varennes, le roi et la reine sont quasiment prisonniers du- De de, Lafayette. de Lafayette et du peuple parisien. Et ils n'espèrent plus que dans la guerre pour s'en sortir. Et donc, c'est là où Marie-Antoinette écrit, là c'est une lettre dans celui-ci, le secret, c'est une lettre à Fersen, en fait. Mais elle écrivait aussi à sa famille, qui était en Autriche, l'empereur d'Autriche et d'autres souverains européens traditionnels, quoi. Et elle leur écrivait en disant, venez à notre secours, entrez en France, l'armée est désorganisée. C'est pour ça d'ailleurs que quand les gens disent c'est horrible, ils ont guillotiné Louis XVI, c'est vrai que c'est horrible, mais il avait quand même trahi, et Marie-Antoinette aussi, trahi vraiment, c'est-à-dire donner les plans des armées françaises pendant le premier conflit, enfin, fait des choses qui sont totalement réprouvées par toutes les lois de la nation et de la guerre. Donc, euh, à un moment, je me suis dit, tiens, on pourrait faire une intrigue autour de l'armoire de fer. L'armoire de fer, c'est là où Louis XVI et Marie-Antoinette cachaient tous leurs papiers secrets et qui a été ouverte au moment où Louis XVI commençait son procès. Donc, ça a accéléré le procès et ça a conduit à sa condamnation. Je me demandais, puis en même temps, je me suis dit, oui, mais c'est tellement connu l'armoire de fer que ça va pas, qu'il faudrait greffer une autre intrigue dessus, alors que c'est déjà une intrigue en soi. Et donc, j'ai laissé tomber l'armoire de fer. Je cherche autre chose maintenant. Et en même temps, il y a eu quand même ce fameux Rossignol qui est chiffreur de la reine, qui Oui, code avec un système particulier les lettres de cette dernière. Et oui, mais ça, c'est le vrai système de Marie-Antoinette. c'est un monde que vous connaissez bien puisque vous avez écrit un livre sur les codes secrets. Il me semble qu'il y a Absolument, une j'étais dizaine d'années. déjà initié au code secret grâce à ce bouquin. Parce que j'avais fait une série pour Libé qui était l'histoire des codes secrets, du code de César jusqu'à la machine Enigma. Et donc, j'avais lu sur le code, ce qu'on appelle le grand code. C'est-à-dire, c'est le code d'un dénommé Rossignol qui avait été fait pour Louis XIV, qui était un code très compliqué. Et donc, je me suis dit, ben, on pourrait imaginer que ce Rossignol ait eu je parle des fils qui aient suivi le même métier qui ait concocté un code à l'usage de Marie-Antoinette. Et d'ailleurs, il a fait une concession qui était une erreur, puisqu'il l'a autorisé à coder une lettre sur deux, ce qui fait que du coup, on avait une lettre en clair et une lettre codée dans chaque mot. Alors, on arrivait à deviner certains mots en n'ayant que la moitié des lettres, ce qui fait que le code était assez facile à casser, en fait. Enfin bon, ça fait partie, c'est un des chapitres du roman. Et on croise également Et Laurent Lafont m'a dit, mais allez-y sur les codes secrets, parce que lui, il a publié un bouquin formidable qui s'appelle La grande histoire des codes secrets, hein, c'est ça? De Simon Singh, oui, oui, qui Simon Singh, qui est un ouais, Anglais ouais. d'origine indienne, je suppose, et qui a fait une somme sur l'histoire des codes secrets, que j'avais lu. et on croise aussi Giovan Battista Bellasso, qui existe vraiment aussi, qui a vraiment Oui, il existé, existe aussi parce qu'il a pondu un code, je ne sais plus lequel, mais il a pondu un code. le rectangle. Le rectangle.
Oui, c'est le code de Wigner, parce qu'enfin, dans l'histoire classique des codes secrets, ça s'appelle le code de Wigner. C'est un code qui est fait à partir de colonnes et de lignes. Enfin bon, c'est trop compliqué à expliquer. J'essaye de l'expliquer dans le roman, je suis pas sûr que le lecteur comprenne à Si, la si, lecture. c'est bien, c'est bien. Si, c'est bien résumé. On croise aussi des écrivains. On croisait Olympe de Gouges dans l'énigme du Code Noir. On Ouais. croise Bah, déjà, dans Paro, elle y était, hein. oui, Ouais. ouais. Ce qui est plutôt rare, hein. On l'a découverte il y a quelques années seulement, Ouais. et au final, elle existait déjà depuis longtemps. Et Mais que je l'avais repérée parce que je l'ai prise comme modèle pour mon héroïne, Olympe Le RL. C'est pour ça qu'elle s'appelle Olympe, c'est à cause de l'âme de Gouges. Parce que j'ai pris une féministe. C'était marrant de mettre une féministe dans la Révolution. j'imagine. Est-ce que c'est une sorte de petit bonbon, entre guillemets, que vous vous octroyez quand vous insérez ce genre d'écrivain au sein même d'une société où on a du mal à imaginer que toutes ces, entre guillemets, ces stars, ces personnalités de l'époque se côtoyaient autant? C'est quand même un petit plaisir personnel ou au contraire, ça sert l'histoire? Ah, je crois que ça sert l'histoire parce que c'est vrai. Olympe de Gouges, elle a participé enfin, elle a pas joué un rôle considérable parce qu'elle n'était pas aux affaires, hein, entre guillemets. Mais ses pamphlets, ses pièces, tout ça ont joué un rôle. Et puis, elle a fait la Déclaration des droits des femmes qui démarquait la Déclaration des droits de l'homme, euh, ce qui lui a valu, entre autres, enfin, elle était girondine aussi, mais d'être guillotinée par Robespierre. Et puis, Chauderoy de Laclos, lui, il a joué un rôle très, très important dans la Révolution, en tout cas dans les premières années, puisque c'était l'agent principal du duc d'Orléans dans toutes les combines politiques qui entouraient l'Assemblée, enfin, d'abord la constituante et ensuite la législative. Et il organisait des manifs, enfin, il faisait plein de trucs. C'était un militaire extrêmement roué et actif, en plus d'être un romancier formidable. Donc c'était logique de les utiliser. Alors c'est marrant de faire apparaître des gens que le lecteur connaît par ailleurs, quoi, sans savoir forcément quel a été son rôle historique réel. Chaudière-Leclerc, on le connaît comme écrivain à cause des liaisons dangereuses. Les gens ne savent pas forcément qu'il a été un des acteurs essentiels des intrigues révolutionnaires, en tout cas pendant les 3 premières années, quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi le Chevalier de Saint-Georges, parce que je voulais faire un truc autour pas de l'abolition de l'esclavage, parce que c'était plus tard, c'était en 94, mais autour du débat qui a eu lieu sur ce qu'on appelait les libres de couleur, qui étaient les affranchis des Antilles. Et pour agiter tout le débat qui est très contemporain sur les droits des esclaves ou des anciens esclaves. Et, et donc, j'ai trouvé, enfin, je connaissais son nom comme ça, mais j'ai découvert vraiment le chevalier Saint-Georges, qui est un personnage absolument fascinant, qui est un métis des Antilles, dont le père naturel, euh, enfin, qui a été affranchi par son père naturel, qui était un aristocrate, et éduqué comme un aristocrate. Et il est devenu le meilleur escrimeur de France et un des meilleurs compositeurs de musique de son époque. Même Marie-Antoinette voulait le prendre comme chef de son orchestre, enfin, de son opéra, à Versailles. Et il y a eu une cabale contre lui parce qu'il était métis. Donc les gens ne voulaient pas d'un noir, enfin d'un demi-noir, euh, à un poste aussi éminent à la cour de Versailles. Donc c'était un bon personnage, quoi, un escrimeur. Alors c'est bien pour les duels, c'est commode. Puis ça rend les choses réalistes, quoi. Et puis, et en même temps, un personnage d'une très grande culture, une très grande intelligence, et qui explique bien aux deux autres qui connaissent pas bien les, les îles du Vent, enfin les Antilles, là où il y avait les esclaves, et qui connaissent pas bien ce système, qui leur explique ce que c'est exactement que l'esclavage. Donc ça permet de faire un peu de pédagogie discrète au passage. Et Jean-François Parrot avait glissé de temps à autre quelques hommes de lettres comme ça. Voltaire intervient dans un des volumes. Et puis il y a Restif de la Bretonne, qui est aussi un Oui, personnage qui ressurgit très souvent, qui observe les nuits de Paris, les mystères de Paris, et qui, le hibou. oui, le hibou, il trouve des infos qui sont très précieuses pour le floc. Oui. Bah, je l'ai repris d'ailleurs, je l'ai fait revenir Ouais, dans ouais, le premier. ouais. Oui, il a franchi Bordeaux et le floc sur, alors, je sais plus très bien sur quoi, mais enfin, il leur explique Ouais. ce qui se passe la nuit à Paris et en quoi Il a c'est vu il a vu les cochers passer. Voilà, c'est ça. Oui, il a deviné qu'il y avait quelque chose de Ouais, louche. ouais, ouais. Et en parlant de grands auteurs, vous faites intervenir aussi en tout début de chapitre, à chaque fois, un philosophe ou un grand auteur, que ce soit Shakespeare, Aristote, Euripide.
Comment vous choisissez aussi ces citations-là que vous mettez en Bah, c'est pas exergue très. pour, J'ai dévoilé tous mes trucs comme les magiciens, mais c'est tout simple. Vous avez sur Internet, vous avez la liste des citations. Donc, il suffit d'en chercher une qui correspond à peu près au chapitre que vous écrivez, et puis vous la prenez. Alors, la seule difficulté, c'est que dans les dictionnaires des citations, il y a toutes les époques. Donc, à chaque fois, faut trouver quelqu'un qui était vivant avant 1789. Si c'est une citation d'Albert Camus, ça fait bizarre, quoi. Dans un roman qui se passe pendant la Révolution, c'est curieux. Donc ça raréfie le nombre de citations. Mais il y en a tellement, de toute façon, donc on trouve toujours une vague résonance, quoi, entre la citation et le contenu du chapitre. Mais c'est ce que faisait Parrot. C'est une Ouais. discipline qui s'était lui-même imposée, donc j'ai repris la même chose. Vous faites écrire de Nicolas Le Floch, il écrit: Nous pouvons composer un texte vraisemblable. Est-ce que finalement, c'est aussi votre envie, quand vous écrivez cela, est-ce que le but, c'est de créer une histoire vraisemblable, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans les faits historiques? Comment se crée cette alchimie chez Laurent Geoffrin? Est-ce que c'est l'histoire qui fait découler les faits ou l'inverse? Comment vous créez l'alchimie pour que Ben, ça devienne vraisemblable? ben, à chaque fois, il faut se demander est-ce que ça aurait été possible? Bon. Alors, quand j'ai fait, par exemple, l'énigme de la rue Saint-Nicaise, ça, c'était dans la première série, c'était l'attentat de la rue Saint-Nicaise qui était elle-même, qui a donné lieu à la première enquête de police scientifique de l'histoire. Donc là, c'était facile. L'enquête existait déjà. Il suffisait d'insérer le commissaire et de le faire mener l'enquête à la place de ceux qui l'ont fait vraiment. Et hop, ça marchait tout seul, quoi. Puisqu'à la fin, il trouve les coupables et au fil d'aventures multiples. Dans le cas de Le Floch, c'est un peu différent parce que euh, comme je me sers des grands événements de la Révolution, comme la, la marche des femmes sur Versailles, ou bien le débat sur les livres de couleur, et puis il faut y rajouter une intrigue qui aurait pu se produire, donc qui soit un peu vraisemblable quand même, parce que si c'est plaqué, les gens le sentent tout de suite, et ça rompt le charme, quoi. Si tant est qu'il y a un charme, je veux dire. Et donc, il faut être réaliste, il faut être le plus réaliste possible dans l'intrigue inventée. Parce que autrement, ça marche pas, les gens le sentent, le voient tout de suite. Et donc, les méchants, entre guillemets, doivent être des aristocrates connus qui habitent à tel endroit à Paris et pas à tel autre, et qui agissent d'une certaine manière et pas d'une autre, etc., etc. Il y a un impératif dans ce genre-là, parce que c'est un genre, le roman historique, il y a un impératif absolu de vraisemblance. Si vous n'êtes pas vraisemblable, ou alors vous faites un roman fantastique, ben, bon, voilà, on change d'univers. Si on est contraint par on est contraint par l'époque et par les personnages préexistants. On n'est pas libre, en fait. On est libre à l'intérieur d'un cadre très rigide. C'est un peu ce que dit, je ne sais plus quel romancier américain disait. Une intrigue, c'est comme quand vous marchez sur la plage et il y a un bout de bois qui dépasse du sable. Et vous comprenez que derrière le bout de bois, il y a une épave. Donc vous ne voyez que le bout de bois, et donc vous creusez et vous allez trouver un bateau mais qui existe. Et vous ne pouvez pas trouver n'importe quel bateau parce que le bout de bois appartient à un bateau et pas à un autre. Ben, une idée d'intrigue, c'est comme ça. Votre idée d'intrigue appartient à un univers et à une structure de narration qui vous oblige et qui vous conduit, quoi, que vous êtes obligé de respecter. Ce personnage de Nicolas Le Floch, il est actuellement commissaire au Châtelet, marquis de Ranreuil. Est-ce que son rôle va évoluer pour vous? Est-ce que vous le voyez évoluer de manière différente dans ce milieu-là? Comment vous le voyez dans vos prochains romans? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui va potentiellement arriver? Ce que je sais, j'ai pas encore d'idée, mais ce que je sais, c'est c'est que le, les événements vont être tragiques pour lui, bah, par définition. C'est un agent de Louis XVI. Donc à partir du moment où le roi est renversé en 92, et puis guillotiné, il est sur la liste des suspects à tous les coups. Normalement, il doit être guillotiné, sauf à émigrer. Donc ça va être difficile. Alors il a son ami Bourdeau qui peut essayer de le sauver, ou alors il peut changer de camp tout d'un coup, et ça c'est un peu invraisemblable. Donc il faut trouver des histoires qui soient là aussi vraisemblables
qu'est-ce que devient un policier d'origine aristocratique et proche de la cour quand la foule parisienne renverse le roi le 10 août 92 et après, quand la terreur s'installe, qu'est-ce qu'il devient? Il ne peut pas devenir n'importe quoi. Il ne peut pas devenir tout d'un coup ministre avec Danton. C'est pas possible, ça. Donc, il doit évoluer. Donc, il faut qu'il évolue dans sa psychologie, dans ses convictions, et puis dans sa situation concrète. Alors, j'ai une solution, c'est que le 10 août, quand le renversement du roi, il peut jouer un rôle, pas lequel encore. Et puis ensuite, après, il y a les massacres de septembre. Alors, j'ai encore une idée, c'est que sa fiancée est emprisonnée à la suite d'une dénonciation de la section de son quartier, et elle se retrouve en prison au moment des massacres de septembre. Donc, vous savez, les massacres de septembre, ça a consisté à tuer la plupart des prisonniers. Donc là, il y a une possibilité d'intrigue, quoi. Et ensuite, à mon avis, le premier soin de Le Floch, ça va être de revenir chez lui, euh, près de Nantes, là, à Guérande, parce que l'Ouest commence à s'agiter. Donc la sécurité de sa famille n'est plus garantie. Donc il sera mêlé d'une manière ou d'une autre aux guerres de Vendée. Alors, ça me fait déjà une deuxième idée. Je peux encore en faire deux déjà qui sont déjà Et étant, programmés. si vous restez sur le rythme d'un livre par mois, il y a encore 12 à Non, 13 par an, par livres an. par an. Oui, un livre par an, mais sur la Ouais. période, Par mois, c'est Simon, là. Lui, il en faisait un par mois. Mais ça. non, sur la période révolutionnaire, la temporalité est d'un mois à peu près à chaque fois dans ce que vous écrivez. Oui, Voilà. Donc vous avez oui, encore. parce qu'il faut que l'intrigue soit un peu tendue, quoi. Donc, c'est pas l'unité de temps, mais presque. Et j'aimerais que vous nous parliez de Nicolas et de Bourdeau, ces deux amis qui ont des idées politiques différentes et qui, au début du roman, du Secret de Marie-Antoinette, sont pas forcément sur la même longueur d'onde et Nicolas de Floch ne comprend pas aussi cette défiance. Bah, Bourdeau, il est pas républicain, parce qu'il y avait encore très peu de républicains au début de la Révolution, mais il voit bien les injustices de l'Ancien Régime et il est favorable à l'égalité. Il est d'accord avec Mirabeau, avec Lafayette, avec tous ceux-là qui ont instauré les droits de l'homme et l'égalité civile, surtout l'égalité civile qui était le principal acquis de la Révolution. Donc Bourdeau comprend que la Révolution peut lui donner une occasion aussi de promotion, puisqu'il est un très bon flic, mais le haut de toutes les administrations sous l'Ancien Régime était occupé par des nobles. Donc Bourdeau, vous voyez, son avancement s'arrêtait à un moment immanquablement, quoi. Donc il voit tous les avantages moraux et politiques et personnels que la Révolution peut apporter. Et donc il est atterré par la fuite du roi. Il n'était pas anti-royaliste, comme la plupart des Français d'ailleurs à l'époque. La plupart des Français pensaient que le roi allait comprendre la nécessité d'une évolution et qu'il resterait le père de la nation en la guidant vers le changement. Et la fuite a été une rupture terrible, parce que les gens avaient plus ou moins confiance dans le souverain. Le fait qu'il s'enfuit vers l'étranger, pas à l'étranger, parce qu'il s'enfuyait vers l'Est, mais on l'a soupçonné de vouloir passer en Allemagne. Et donc, les gens se sont dit, mais il nous trahit, il nous abandonne. Parce qu'il y avait cette relation filiale avec la couronne dans l'Ancien Régime. Et beaucoup de paysans, beaucoup de notables, beaucoup de gens considéraient que le roi était leur père. Et donc leur père les abandonne. Donc Bordeaux est ulcéré par le comportement euh, de Louis XVI et de Marie-Antoinette qui se sont enfuis jusqu'à Varennes et ne comprend pas que son ami Le Floch, qui connaît comme lui toutes les failles de l'Ancien Régime, même s'il reste fidèle à ses convictions, il ne comprend pas qu'il ait aidé à cette traîtrise. Donc ça crée une opposition entre eux, un conflit. Je ne vais pas vraiment développer d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment amis, donc ils se réconcilient quand même. Mais ça peut s'accentuer, ça aussi, c'est un motif possible, ça. C'est que, évidemment, comme la révolution s'approfondit de mois en mois, Bordeaux va suivre le cours nouveau et le Floch, étant agent du roi, va forcément se retrouver en décalage de plus en plus fort avec ce qui se passe. Mais il peut aussi se poser des questions sur l'attitude de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Il s'en pose déjà d'ailleurs. C'est vrai que c'est un personnage qui se pose des questions, mais de manière très parcellaire. C'est pas un personnage qui réfléchit, entre guillemets, dans le livre, en tout cas. Il réfléchit sûrement en réalité, mais il n'est pas dans une réflexion sur l'époque dans laquelle il vit. J'ai pas eu l'impression qu'il avait
cette réflexion-là? Est-ce que c'est volontaire aussi? Est-ce que Paro faisait ça aussi à son rôle? Paro faisait des soliloques de Le Floch, il entrait dans ses pensées, quoi, ce que je fais aussi un peu. Mais je me méfie aussi des. Parce qu'il faut, dans ces romans, il ne faut pas être trop didactique non plus. On n'est pas là pour faire un cours d'histoire. On est là pour distraire les gens, pour les intéresser et leur apprendre des choses, mais pas avec un exposé construit de la situation, etc. La situation, elle est exposée par des personnages secondaires comme Noblecourt, qui expliquent à Le Floch, ben voilà où en est la cour, voilà où en est l'Assemblée, voilà les partis en présence, etc. Mais on ne peut pas en faire des tonnes là-dessus, parce que ça devient chiant. Il faut que l'action avance, quoi. Faut pas que de l'action, il faut des moments de recul, mais le- j'ai tendance peut-être plus que Parot, là, c'est à cause de mes idées classiques là, sur les romans, à, à, à resserrer l'action. Lui se promenait beaucoup plus. Il avait ce talent de faire des détours, des zigzags comme ça dans la société de l'époque. Moi, je donne un but au personnage et après, faut que ça cavale un peu, quoi. C'est pour ça que c'est resserré sur un mois à chaque fois. Et donc, peut-être que ça manque d'ailleurs, ça, c'est une bonne remarque. Peut-être que les soliloques intérieurs de Le Floch ne sont pas assez développés. Ça, c'est possible. Mais Parot les développait pas trop, hein. C'était Non plus, un non, je crois pas. personnage complet parce que c'était à la fois un homme qui adorait son métier, c'est un homme qui adorait les femmes, c'est un homme qui adore la, la bouffe. Mais en fin de compte, quand il réfléchit, il est animé par l'action plus que par la Oui, réflexion, souvent, je trouve. C'est pas un grand métaphysicien, Nicolas. Il se pose pas des questions. Mais il agit, il comprend, il est assez instinctif. Et Parot le présentait, j'ai un sentiment un peu comme ça. Il n'en faisait pas un homme. Comme c'était il y a un narrateur, c'est pas au jeu. C'est vrai que lui, de temps en temps, il faisait des portraits qui étaient très complets sur la marine anglaise de l'époque ou sur des choses comme ça, mais pas à travers la tête de Nicolas. Il le faisait comme un observateur qui racontait ce que c'était que cette marine à cette époque-là. oui. Alors, on va faire une petite photo de groupe comme on en a l'habitude. Voilà, ne bougez pas, les deux Laurent. C'est bon, parfait. J'avais une dernière question, Laurent. Vous êtes un journaliste, vous travaillez sur le passé, mais qu'en est-il de l'avenir? Comment vous voyez, c'est une question que je pose régulièrement à chaque invité, comment vous voyez le monde dans 50 ans et comment peut-être vous voyez Jean-François Parot dans 50 ans, en 2075? En 2075, oui. Vous savez, je ne crois pas du tout, moi, à la possibilité de prévoir. Donc, en plus, à chaque fois que j'ai fait des articles pour prévoir des choses, je me suis trompé. Donc, j'avais chaudé crâne froid. Et il s'agissait de prévoir des choses qui allaient se passer dans 3 mois, donc, sur 50 ans. Euh, Ce qui me frappe, c'est le. Comme j'aime bien la Révolution, j'ai toujours tendance à penser que ça a lancé un mouvement de libération, d'émancipation, de progrès, quoi, et que ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Et l'angoisse qu'on peut éprouver, c'est que euh, ce progrès incessant, enfin avec des allers-retours, avec des retours en arrière, mais le XXe siècle, finalement, ça a été le siècle du triomphe final des démocraties. Est-ce que le XXIe siècle n'est pas le siècle où elle va de nouveau trouver des ennemis redoutables qui vont marquer des points considérables contre elle, quoi. C'est ça, c'est la question que je peux me poser. On le voit en ce moment, vous avez 3 guerres en cours, l'Ukraine, l'Arménie et Israël. À chaque fois, ce sont des forces euh, dictatoriales ou obscurantistes qui s'attaquent à des démocraties très imparfaites par ailleurs, mais enfin des démocraties quand même, ukrainiennes, arméniennes ou israéliennes. Et donc c'est une bataille des, des amis de la tyrannie contre les amis de la liberté d'une certaine manière. Et, et, et les amis de la liberté bénéficient d'une supériorité technique et technologique qui leur permettent de résister, mais est-ce que ça va toujours être le cas? Est-ce que ça va perdurer comme ça, ou est-ce qu'on ne va pas se retrouver à un moment, un peu comme dans les années 30, avec une montée en puissance de dictatures dangereuses qui viendront nous menacer nous-mêmes directement?
je me pose cette question-là en ce moment. Voilà. Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, l'actualité m'incite à aller dans ce sens. Et est-ce que vous auriez eu envie de vivre à cette époque-là, C'est en la Révolution? 1911? Oh, oui, 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 parce qu'il se passait des choses quand même. Tout se passait à Paris en plus, donc comme j'ai toujours habité à Paris. Moi, j'habite dans un quartier où j'étais le voisin de Danton, de Camille Desmoulins, de Madame Roland, près d'Odéon, là. Donc, je passe tous les jours, je passe devant des immeubles historiques où il s'est passé des tas de choses. Pendant la Révolution, il y avait l'imprimerie de Marat, tout à fait à côté de chez moi. Et c'est là où on essayait la guillotine. Les massacres de septembre ont commencé au carrefour de Bussy, donc c'est à 50 mètres de chez moi. Et donc, je me dis, oui, j'aurais peut-être pu vivre à cette époque-là et assister à tous ces événements absolument inouïs. Alors, évidemment, ça aurait été dangereux parce que il fallait choisir, choisir le bon camp pour éviter de se faire guillotiner ou être obligé d'émigrer. Mais c'était une période fascinante. Et puis, c'est notre genèse à nous. Et j'ai une dernière question, Laurent Geoffrin, c'est sur vos lectures actuelles, vos influences. Est-ce que vous auriez un auteur à nous conseiller, un auteur peu connu, un Ah, auteur que vous pensez en tout cas mériter un petit peu plus de popularité, qui est passé à la trappe peut-être à travers certaines années. Et là, j'essaye de vous faire gagner du temps pour y réfléchir. Un auteur qui potentiellement n'est que peu connu en France, voire pas traduit en France. Est-ce que vous avez une idée, qu'il soit historique ou pas d'ailleurs, que ce soit un roman historique ou pas, si vous êtes féru de romans historiques? il y en a un, mais j'ai oublié le nom. Eh bien voilà le problème. Celui qui a fait des romans sur la machine Enigma, qui a été porté à l'écran d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle, qui est formidable. C'est un auteur populaire, hein, c'est pas un grand écrivain, mais il est formidable. Il a écrit aussi une intrigue policière autour de Cicéron. Enfin, il faudrait que je retrouve son nom, mais il est facile à retrouver. Il suffit de regarder Enigma, euh, et vous avez l'auteur. Et ces romans sont des romans historiques, des polars, un peu mi-polar, Robert mi. Harris? Voilà, c'est ça, Robert Harris. Je vous conseille sa lecture. Tout n'est pas traduit d'ailleurs, je crois. Et bon, il est quand même très connu, hein, pour le coup. Mais il est formidable. Très bien. Merci, merci infiniment à tous les deux. Merci aux deux Laurent. Merci pour votre présence et votre Merci de votre écoute et de vos questions. avec grand Merci. plaisir. Merci à tous. Merci. Merci Merci. beaucoup. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir. Au revoir.